The Greek police retrieved this morning inside the monastery of Agia. La Madonna di Esterasi e il ritratto La giovane police uomo di grecque a Raffaello récupéré 6 e altre chefs-d'œuvre de 4 la opere Renaissance italienne. giacevano all'interno Les della tableaux Villa pourraient être ceux recherchés par la police en lien avec le vol qui a eu lieu au Musée sechs national Meisterwerke de der Budapest en italienischen Hongrie Renaissance en novembre sichergestellt. dernier. Die Gemälde stehen möglicherweise im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf das Budapester Nationalmuseum in Ungarn. Quand les tableaux ont été retrouvés, on ne l'a pas su. On était libre. Moi, j'étais resté sur l'idée qu'il devait quitter la Grèce pour l'Amérique, où il devait disparaître. Le 5 novembre 1983, au petit matin, on m'a informé par téléphone qu'un vol avait été commis au musée des Beaux-Arts. Je me suis immédiatement rendu sur place, où une équipe d'inspecteurs de la police de Budapest était déjà présente. Nous avons procédé ensemble à l'inspection des lieux. Au cours de l'enquête, l'inspection de la scène de crime s'est révélée très fructueuse. Les auteurs avaient laissé de nombreux indices. Nous avons établi que les auteurs avaient grimpé sur l'échafaudage érigé sur la façade côté zoo et cirque et étaient entrés dans le musée en brisant une fenêtre. Un tournevis était resté sur place. On y a relevé des empreintes. Après le relevé des empreintes, je me suis rendu au ministère du Commerce. Et là, au ministère, j'ai pu m'entretenir avec le responsable du commerce extérieur. Je voulais savoir si ce tournevis était commercialisé en Hongrie.
Magyarországon forgalomba került-e? Le manche était fabriqué en Amérique, mais le tournevis était de fabrication italienne. Partant de là, il était évident que nous devions rechercher des ressortissants italiens. Une brigade s'est chargée de vérifier qui avait quitté le pays tout de suite après les faits, en s'intéressant d'abord aux ressortissants italiens. Dans le service où je travaillais, nous avons tous eu connaissance du vol de Budapest à travers un communiqué d'Interpol et quelques articles parus dans la presse. Le commandement des carabiniers pour la protection du patrimoine culturel est un service créé dans le but de lutter contre le vol et la contrefaçon d'œuvres d'art, ainsi que contre la commercialisation d'œuvres d'art de provenance illicite. Les tableaux étaient tous de peintres italiens. Des œuvres très importantes, très célèbres. Alors on s'est empressé de tout mettre en œuvre pour localiser ces œuvres d'art. On travaillait toujours armé. J'ai une callosité sur le dos à force de porter mon arme là. C'est une habitude que j'avais dû prendre. On ne sortait jamais sans pistolet. Mais quand on ne travaillait pas, on ne le prenait jamais avec soi. Et si on allait dans un club, on le posait quelque part avant d'entrer. On connaissait bien les lieux qu'on fréquentait. On repérait les voitures des propriétaires des clubs, ceux qui partaient en dernier. On mettait notre arme sur le pneu arrière, et plus tard, quand on sortait, on passait discrètement à côté de la voiture pour la récupérer, et on s'en allait. On entrait à deux et un gars restait dehors. Personne ne bouge. On disait ça en dialecte. Pourquoi en dialecte? Parce que s'ils ne comprenaient pas, c'était tant mieux.
De toute façon, dès qu'ils nous voyaient le pétard à la main, ils restaient pétrifiés. Mais on n'a jamais fait de mal à personne. C'était une règle d'or. Ne jamais frapper personne, même pas avec la crosse du pistolet. Et on ne l'a jamais fait. Les ennuis ont commencé quand la police s'est mise à nous suspecter. Au début, j'en ai pas trop tenu compte. J'ai continué à vivre ma vie. Mais ils m'avaient à l'œil. J'ai atterri dans la prison de Naples. C'était l'une des pires d'Italie. Je me suis retrouvé enfermé avec 20 mafieux, dans une cellule qui ressemblait à une étable, avec 10 lits de chaque côté. Et ce n'étaient pas des délinquants, c'était des membres de la Camorra. À un moment donné, Giordano a un peu perdu le nord, a passé sans arrêt d'une femme à l'autre. C'était du grand n'importe quoi. Mon salon était sympathique et on rigolait bien. Cambrioleurs, délinquants, roms, ils venaient tous se faire tailler la barbe chez moi. Les voleurs de bicyclettes, tous. J'entendais tout le temps, on se voit demain matin chez Figaro. Ça marche. C'était leur QG. On s'y retrouvait toutes les nuits. Il y en avait qui n'allaient même pas se coucher. Ils venaient directement au salon se faire tailler la barbe ou couper les cheveux. Je voyais toujours les mêmes têtes. Il y avait Graziano, Giordano et plein d'autres gars du milieu. Mais ceux avec qui j'étais vraiment ami, c'était Graziano et Giordano. J'ai toujours considéré Giordano Incerti comme un grand ami. Je l'ai toujours respecté, et inversement. Ce qu'il a fait, c'est son affaire. Je ne m'en mêle pas. Tout a commencé en juin 1983, quand j'ai su que mon ami Graziano Iori s'était attiré de sacrées emmerdes. On était comme deux frères, alors j'ai voulu voir si je pouvais l'aider. Un jour qu'on était au restaurant, Graziano m'a dit « J'ai un plan en Hongrie, un boulot facile qui peut nous rapporter gros. » Explique. Dans un musée là-bas, il y a des tableaux italiens. On pourrait les voler et ensuite les vendre. On trouvera bien quelqu'un pour nous les acheter. Voilà comment a commencé cette histoire de cambriolage. Moi, j'ai tout de suite dit « Non, c'est un coup à se faire prendre. » Mais quand tu fréquentes un certain milieu, tu te retrouves à faire ce genre de truc. Et c'est toujours risqué. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et si pendant que tu es à l'intérieur, un garde se décide tout à coup à faire une ronde et qu'il tombe sur toi, tu vas où ? Tu te retrouves coincé en Hongrie. Tu piges ? Et il y avait un autre problème. Ivano Chianti. Ce mec, je le sentais pas. Chianti, pour gagner sa vie,
misait sur les vols et leur organisation. Ivano a toujours été un homme très futé. Il a toujours planifié ses coups avec une précision méticuleuse. Il prévoyait tout. Sa fuite, son objectif, l'équipe qu'il allait monter, parce qu'Ivano n'a jamais été un solitaire. Ça a toujours été un gentleman, un voleur qui n'a jamais donné le nom de ses complices, même si dans les années 1970, les interrogatoires n'étaient pas particulièrement délicats. Ivano Scianti était un homme qui menait un train de vie très luxueux. Il me disait qu'il avait eu des Alfa Montréal, qui sont des voitures extrêmement chères, des Citroën DS, des Porsche. Il m'a raconté qu'il s'était un jour baigné dans du champagne. Il en avait acheté des tonneaux pleins dans la région de Bordeaux. Les grands moments de la vie d'Ivano Scianti, c'étaient ses crimes. Et pour financer ses cavales, ses nombreuses fuites, toutes ses aventures, et il y en a eu tellement, ses rencontres avec ses amis du milieu, des criminels comme lui, il fallait énormément d'argent. Ivano Scianti, je le connaissais. J'avais entendu mentionner son nom tellement de fois, mais il avait mauvaise réputation. C'était un vendeur de rêves, comme on dit dans le jargon. Un mystificateur. Il promettait toujours, mais il ne donnait jamais rien. Alors les gens ne lui faisaient pas vraiment confiance. C'est à cause de lui que Graziano s'est retrouvé dans le sale drap, j'en suis sûr. On parlait beaucoup de Scianti et de sa bande, à Reggio. Parce qu'ils étaient toujours en train de manigancer quelque chose, d'aller ici ou là. Ils avaient des contacts pour les œuvres d'art, enfin pour les meubles, le mobilier d'époque. Il y en a à foison dans les Apennins. Scianti et Graziano allaient à l'école ensemble. C'est pour ça que Graziano faisait confiance à Scianti, alors que moi non, parce que je savais comment il fonctionnait. Alors quand Graziano m'a dit « il y a un paquet de fric à se faire », j'ai flairé le mauvais plan. Travailler avec ce type ne me disait rien de bon. Scianti, à ma connaissance, a tout organisé depuis Budapest. Il a vécu un bon moment en Hongrie pour préparer ce cambriolage. Il s'habillait à la hongroise, parce qu'il avait compris que la police avait les yeux partout dans ce pays. On était en plein régime communiste. Il voulait donc faire profil bas. Il portait des chaussures hongroises, il se coiffait à la hongroise, avait une épaisse moustache, les cheveux courts, bref, le total look hongrois. Si bien que pendant un certain temps, il s'est vraiment fondu dans la masse, d'un point de vue esthétique du moins. Ivano savait bien que s'il était pris la main dans le sac, il l'aurait payé cher, cette opération.
Ça ne l'a pas empêché de vouloir se moquer du rideau de fer, enfin des pays communistes, en apportant des outils d'Italie. Il voulait les provoquer en utilisant une clé ou un tournevis de la marque USAG, parce que ça s'écrit USAG. Et il croyait que ça voulait dire « fait en Amérique ». En réalité, la marque d'outils USAG était italienne. J'en ai des sueurs froides. Le fait d'en parler me fait revivre ces moments où la tension était à son comble. On n'est jamais sûr de réussir. Il m'a relancé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un soir, j'ai fini par céder. Avant de partir, je savais que je devais emporter 2 passeports. Un pour Ivano et un pour Graziano. Naples, gare centrale. J'ai besoin de passeport. Qui en a? Moi. Naples, c'est une blague. On y trouve tout ce qu'on veut. Tu as des passeports? Oui. Combien tu en veux? Ils changent les photos et le tampon. Bien sûr, on avait indiqué nos âges. Moi, j'avais le passeport de quelqu'un de 35-36 ans. J'avais une barbe de 2-3 jours. Ça pouvait passer. On est parti le jeudi, on a passé la nuit en Autriche. Le vendredi matin, on a eu nos passeports et on est entré en Hongrie. J'ai décidé de faire ce coup par amitié. On avait grandi ensemble avec Graziano, paix à son âme. Quand je l'ai vu aussi désespéré, sachant ce qu'il lui avait fait, ce qui s'était passé, j'ai eu envie de l'aider. Par tous les moyens. Il était recherché pour un homicide survenu lors du cambriolage d'une villa. Ils sont nés ensemble, Giordano et Graziano. Ils ont grandi ensemble. Quand ils venaient au salon, ils me disaient « Figaro, t'as pas idée. Tic, 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 sur les toits, comme Arsène Lupin. » Ils s'imaginaient pouvoir faire ces coups simplement, en toute tranquillité, et qu'après, l'eau coulerait sous les ponts, qu'on oublierait. Mais la police n'oublie pas. Si tu as cambriolé, qu'est-ce que tu crois? Pour lui, tout ça, c'était un jeu. Sauf que ce n'était pas un jeu. Je savais que Graziano n'était pas un homme d'action. Il l'a jamais été. Il s'était retrouvé là-dedans à cause du jeu. Un jour, dans un tripot, il avait misé son appartement. Et il a perdu 70 ou 80 millions. Et moi, je me suis laissé embarquer. Avant, je ne voulais pas me lancer dans ces trucs-là. J'en avais pas besoin. Ça allait bien pour moi. Mais quand il a été question qu'il s'expatrie avec l'argent, j'ai changé d'avis. On était trop... On mangeait ensemble, on dormait ensemble, parfois même avec des femmes. Notre amitié était trop forte pour y renoncer.
Voilà, c'était par pure amitié. Graziano et Ivano nous ont contactés. Le matin, ils sont venus nous prendre. On est allé dans un pavillon, au rez-de-chaussée d'une maison simple de 2 étages. Il y avait 2 types avec nous, 2 Roms. Et là-bas, on a retrouvé une fille. Un problème de plus. C'était la petite amie de Graziano. Et il ne pouvait rien faire sans elle. Une fois dedans, on a retrouvé Morini. Je le connaissais évidemment, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Je l'avais vu pour la première fois dans l'après-midi. Je n'avais pas fait très attention et je n'avais pas vu sa Fiat Ritmo rouge. Les autres m'ont dit, c'est lui qui transportera les tableaux. Ciro Morini, selon moi, mais je peux me tromper, c'était un mauvais choix, parce que c'était un gars qui était prêt à tout et n'importe quoi. Tu lui donnais 10 000 lire et il faisait ce que tu voulais. Et ça, c'est pas bon. Ça peut pas marcher. Surtout qu'il était capable de tout raconter quand il avait un coup dans le nez. Ciro Morini était un pauvre type. Pour se taper une fille, il devait payer. Il était grassouillé, pas très grand, vraiment pas beau, mais assez sympathique. Mais c'était un désastre au lit. Il faisait ce qui se présentait. Si on lui proposait un travail, il l'exécutait. Qu'il s'agisse de voler ceci ou cela, de jouer aux cartes, n'importe quoi. Quand je suis arrivé là-bas, je n'étais pas tranquille. Parce que je savais qu'il y avait encore un truc imprévu. Cette nana et Morini, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Vous voyez pourquoi je n'étais pas rassuré? D'abord la femme, puis les 2 Roms, puis Morini. J'ai dit, là, on est dans une belle panade. On aura de la chance si on finit pas en prison avec tout ça. Ivano a commencé ses explications. Il a dit qu'il y avait 2 gardiens armés qui faisaient 2 rondes autour du musée. Une à 9 h et une autre vers minuit. À l'intérieur, il y avait 2 autres gardiens. Et il a dit que vers 8 h, 8h30, il voyait une torche se balader dans les couloirs, ceux du 2e étage. J'ai demandé, le musée est ouvert demain? Oui. Alors demain matin, on y va et on verra bien.
On est allé dans le secteur où se trouvaient les tableaux. Et je les ai vus. Puis, on s'est approché de la fenêtre par laquelle il allait falloir rentrer pour accéder au lieu. Et en me penchant, j'ai vu qu'il y avait un échafaudage. Alors j'ai dit, ça va être facile. Mais, et s'il y avait des alarmes dans les câbles? Ou un capteur de mouvement, un rayon qui te détecte quand tu entres dans le musée? On n'en savait rien. Quand on est ressorti du musée, après avoir tout repéré, on a fait le tour du bâtiment. Et on a vu qu'il y avait 7 ou 8 mètres à escalader. Puis une partie saillante de 3, 4 mètres. Puis la fenêtre, avec un petit balcon. Je lui ai demandé, il ferme quand le musée? Demain. Alors on fait le coup ce soir. Fin de la discussion. À partir de là, on n'en a plus parlé. La tension était déjà assez forte. Le dimanche, le musée était fermé. Donc, si on ne se faisait pas coincer, il ne remarquerait rien avant lundi matin. C'est pour ça que je voulais être parti avant minuit. Le samedi après-midi, c'était un peu bizarre. On était tous très nerveux, alors on essayait de détendre l'atmosphère. Graziano s'est mis à évoquer des souvenirs d'enfance et on s'est bien marré. On l'a écouté nous raconter toutes ces anecdotes. Les Hongrois n'y comprenaient rien. Alors ils posaient des questions et la fille traduisait pour eux. On s'est préparé à partir vers 20h, 20h30. Enfin, préparé, c'est un grand mot. J'ai dit, on aura besoin de quelque chose, un tournevis au moins. Ça va, j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète. Ivano m'a passé un tournevis grand comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et on est parti vers 21h30.
On était 5 dans la voiture. Ivano devant et nous 3 derrière. Graziano, Carmine et moi. Silence total. 5 personnes, silence total. Forcément, on était sous tension. Tant d'adrénaline, ça fait peur. On réussit à peine à décrocher un mot aux autres. On n'est pas tranquille. Il n'y a rien à faire. Autour du musée, il y avait un jardin, comme un parc. La route longeait l'un des côtés. Graziano, Carmine et moi, on est descendus de voiture. Et on a traversé le parc jusqu'au musée en courant. Graziano avait la corde en bandoulière, celle qu'on voulait accrocher au balcon pour descendre les toiles. On a escaladé l'échafaudage et on a avancé jusqu'à la fenêtre. Il était environ 21h40. Et je me suis mis à forcer la fenêtre, prudemment. J'avais peur de faire tomber un morceau de verre à l'intérieur qui aurait pu déclencher quelque chose. À tout moment, un bout de verre pouvait se détacher et tomber dans la pièce. Alors j'ai d'abord tâtonné tout autour de la fenêtre et ensuite j'ai forcé. Mais à cause de toutes ces précautions, j'ai dû mettre au moins une demi-heure. Il était donc 22h ou peut-être 22h10. J'ai ouvert, je suis entré, j'ai refermé. Je ne voulais pas qu'on puisse voir de l'extérieur que la fenêtre était ouverte. Et je me suis tourné vers les tableaux. Celui qui nous intéressait particulièrement, c'était la Madone Esterhazy. Alors j'ai commencé par celui-là. Mais il était retenu par 2 tiges d'acier. C'était problématique pour moi. Les tableaux étaient inclinés comme ça pour qu'on les voit mieux. Si je les décrochais et que ça déclenchait quelque chose, qu'est-ce que j'allais faire? Alors je me suis dit, bon, s'il se passe un truc au premier tableau que je décroche, on se tire. Ils étaient tenus par des crochets. Je les ai pris et je les ai accrochés l'un à l'autre. Aucune alarme s'est déclenchée, je me suis dit, waouh, c'est cool. J'ai descendu le tableau et je l'ai passé par la fenêtre à Graziano, qui était chargé d'enlever les cadres. J'ai décroché le suivant et rebelote. J'en ai pris 7. Il y en a un que j'ai pris pour moi. Autant en profiter pendant que j'y étais. Il m'a fallu une demi-heure pour faire tout ça. Il était donc 22h30, 22h45. Au moment de sortir, quand j'ai passé une jambe par-dessus la rambarde, j'ai vu que tous les tableaux étaient encore dans leur cadre. J'ai dit,
Mais qu'est-ce que t'as foutu? Graziano était en pleine panique, il était presque 11h30. Si les gardiens passaient à minuit moins le quart, on allait se faire tirer dessus. Alors j'ai pris le tournevis qu'il m'avait donné et j'ai forcé les cadres des tableaux les plus grands. Vu l'heure, j'avais pas le temps de faire ça pour les petits, il était temps de déguerpir. Alors je les ai glissés dans le sac, comme ça, et on l'a fait descendre. Palmese nous attendait en bas depuis le début. J'ai foncé jusqu'au milieu de la route et j'ai regardé autour de moi. La voiture a déboulé, on est monté et on a filé. Nous avions précédemment établi qu'il s'agissait de tableaux et d'objets italiens. Nous devions donc orienter nos recherches sur des malfaiteurs italiens. Mais il n'était pas exclu que des Hongrois soient impliqués. Nous avons donc mis en place des brigades chargées de contrôler les ressortissants italiens dans les hôtels. Quand on est rentré à la maison, je ne me suis plus préoccupé des tableaux. Le plan était le suivant. Une fois l'étoile volée, Morini devait récupérer la voiture, passer les frontières et se rendre en Grèce. Là-bas, il devait s'arrêter à Patras, livrer la marchandise et faire demi-tour. Nous, si on voulait, on pouvait prendre le train pour l'Autriche et retourner en Italie. Moi, j'ai dit non, parce que j'y avais déjà réfléchi. Si Morini récupérait l'argent, je n'en verrais pas la couleur. J'ai pris Chianti à part et je lui ai dit « Pourquoi j'irai pas avec lui? À risque égal, récompense égale. Allez, on y va tous les trois. » Après, je faisais mon affaire de l'annoncer à Morini. La marchandise a été chargée, les tableaux ont été bien installés. En 10 minutes, un quart d'heure max, on était parti.
Une autre brigade avait pour mission de se rendre dans les boîtes de nuit et de collecter des informations que nous aurions pu regrouper. Nous savions que ces établissements étaient majoritairement fréquentés par des étrangers, dont des Italiens. Palmese était devant et moi derrière. C'était prévu comme ça. Il y avait une cartouche de cigarette ouverte sur le tableau de bord avec les paquets qui se baladaient. Et hop, direction la frontière. Une fois la frontière hongroise passée, j'ai sombré dans un sommeil de plomb. Comme si je n'avais pas dormi depuis 10 jours. Toute l'adrénaline qui retombait. Paf! Il serait bien temps de me réveiller si on nous arrêtait. Je voulais pas y penser, c'était un voyage vraiment très risqué. Je me suis endormi et je me suis réveillé en Grèce. À cette époque, il n'existait pas de dispositif de sécurité au musée des Beaux-Arts. Il y avait des gardiens de nuit qui devaient effectuer des rondes dans les salles toutes les heures. Je dois sincèrement admettre qu'il y avait des failles. La fréquence des rondes n'était pas vraiment respectée. Lorsque les gardiens ont effectué leur ronde, les méfaits avaient été commis. Nous devions vérifier si l'un des gardiens de nuit pouvait être impliqué. Une équipe a été missionnée pour enquêter sur d'éventuels liens entre un gardien et les cambrioleurs. Nous avons ensuite écarté cette piste. Après cela, un collègue nous a fourni une information. Une femme avait sympathisé avec des Italiens et elle souhaitait quitter le pays avec eux. Horváth, un collègue de Pest, connaissait la sœur de Kati Jonas. Le lundi, Judith Jonas a appelé mon collègue et lui a raconté que lorsqu'on avait annoncé le vol au musée à la télévision, sa sœur était devenue nerveuse. Sa sœur semblait nerveuse. Elle savait peut-être quelque chose. Nous nous sommes donc intéressés à elle. Les Jonas étaient connus comme une famille de délinquants. L'un des membres de la famille avait, certes, fait une école de cinéma, mais les amis de la famille étaient malheureusement des délinquants. Nous avions maintenant des éléments sur la suspecte. Elle avait 17 ou 18 ans et menait la grande vie. À l'époque, flirter avec des Italiens était à la mode. Les jeunes Italiens couraient après ce genre de filles. Mais nous n'avons pas exploré cette piste. Ce n'était pas notre préoccupation principale. Ce qui nous importait, c'était de la faire avouer, de trouver le moyen de la confronter aux faits.
C'est comme ça que Kati Jonas est devenue un personnage central dans l'enquête. Elle était liée aussi bien aux Hongrois qu'aux Italiens. On est arrivé vers 11 heures. Quand ils nous ont vus arriver, ils nous ont fait un appel de phare. Ils connaissaient la rythme rouge. L'échange s'est déroulé comme dans les films. Tiens, ça, c'est pour toi, et ça, c'est pour moi. Sans discours inutile, la grande classe. Le seul truc qui faisait un peu professionnel dans cette histoire. Il y avait une voiture, on s'est arrêté, on a donné l'étoile, on les a déchargés nous-mêmes, on leur a donné, ils nous ont remis un petit sac et on est reparti. Pour moi, les vrais gangsters, c'était eux, pas nous. Selon moi, ils étaient même armés. Enfin bref. C'était un petit sac en plastique noir rempli de traveler chèques et de dollars, qui sont faciles à changer. On est retourné à Patras, où Morini et moi, on a partagé l'argent en 5 parts. Puis Morini est parti. À cette époque, il n'y avait pas encore tous ces services répartis aujourd'hui dans toute l'Italie. Du coup, on était toujours sur la route. Du nord au sud, en passant par les îles. On pouvait aussi bien aller en Sicile ou en Sardaigne que dans le Piémont ou le Val d'Aoste. On passait notre vie sur la route. On s'est lancé dans cette enquête quand on a reçu un appel anonyme de quelqu'un qui nous a donné des indices. C'est moi qui ai décroché le téléphone. Il faut savoir que notre service était très connu en Italie pour avoir déjà récupéré un certain nombre de biens. Et cette personne au téléphone nous a donné quelques pistes. Elle nous a dit que le vol avait été commis par des Italiens principalement. Et qu'un certain Ciro était impliqué qui venait de Reggio Emilia et qui fréquentait un bar là-bas. Alors, on s'est immédiatement mis à la recherche de ce mystérieux Ciro.
Dans les locaux de la police judiciaire, nous disposions de 2 salles d'interrogatoire. Ces 2 salles sont sécurisées. Je ne vais pas tout révéler, mais par exemple, la chaise était scellée au béton. La chaise de l'enquêteur n'est pas scellée, mais celle du suspect l'est. Comme ça, si le suspect est énervé par une question, il ne peut pas brandir sa chaise ou renverser la table. Il faut dire que nous n'avions pas affaire à des enfants de cœur, mais à des criminels endurcis. Lors de son interrogatoire, Katalin a avoué où ils étaient allés et avec qui. En fait, elle savait qui étaient les complices italiens. Et elle a révélé ce qu'elle savait à propos du vol. Grâce à elle, nous avons pu interpeller les Hongrois. Cathy Jonas a dit « Bien sûr que tu les connais, c'est moi qui te les ai présentés. On était dans l'appartement de Buda, et après on est allé là-bas en voiture. Et tu leur as montré l'échafaudage pour entrer dans le musée des Beaux-Arts. » C'était donc la fille Jonas qui leur avait présenté les Italiens. Lors de la confrontation, elle a dit « On est allé chez eux, rue Mester et à Buda. » Ensuite, elle est passée aux aveux. Elle ne pouvait plus nier les faits. Nous avions des témoins fiables qui nous ont dit ce qui s'était passé. Nous avons rapidement clos l'enquête et je crois qu'ils ont été condamnés pour complicité. Nous nous sommes partagés les suspects. J'ai interrogé Gusti Kovács et lui s'est occupé de Yogi Rafai. Il l'a interrogé. Enfin, il l'a un peu rudoyé. Disons que ça n'était pas une discussion autour d'une tasse de thé. Quand on est arrivé, on ne savait pas que l'affaire faisait déjà un tel tapage. On a acheté des journaux et bonté divine, on a lu le cambriolage du siècle. Gros coup de 40 à 50 milliards. Qu'est-ce qu'on a ri?
Le commandant a décidé d'envoyer des gens sur place pour tenter d'identifier ce Ciro. On est allé dans le fameux bar, mais il était fréquenté par beaucoup de monde. Alors il était difficile de savoir lequel de ces hommes était Ciro. Surtout qu'on ne pouvait pas courir le risque de demander au propriétaire, de peur de faire capoter l'enquête. Alors on a eu la bonne idée de téléphoner au bar à une certaine heure et de demander Ciro. Pendant ce temps, deux d'entre nous, un collègue et moi, étions au bar à attendre. Le propriétaire a appelé Ciro. Et là, on est intervenu. On l'avait coincé. On a donc arrêté Ciro et on lui a demandé de décliner son identité. Giacomo Morini, dit Ciro. Pauvre Ciro. Quand ils l'ont embarqué, il a déballé tout ce qui s'était passé. Il ne s'arrêtait plus. Dans la voiture, les policiers ont dû lui donner des baffes pour le faire taire. En tout cas, c'est ce qu'on racontait. « Stop! On sait déjà tout! Stop !» Il avait tout dit, y compris où était l'argent. Un désastre. Entre-temps, je crois me souvenir qu'il y avait eu un coup de téléphone, toujours d'un informateur anonyme, le même. Il nous avait révélé que la voiture de Morini, la Fiat Ritmo Diesel, était restée en Grèce en raison d'une panne. On savait donc tout ça quand on a invité Morini à passer à table. On lui a expliqué qu'il pouvait être extradé à Budapest et qu'aller en prison à Budapest, ça pouvait s'avérer un peu plus compliqué qu'aller en prison en Italie. Giacomo Morini, mis face à ses responsabilités, a décidé de vider son sac. Il nous a dit que celui qui avait concrètement volé les tableaux s'appelait Giordano Incerti et qu'il avait fait le coup avec Carmine Palmese et deux autres Italiens, Cianti et Iori. Puis que les peintures avaient été transportées en Grèce pour être remises à un industriel de là-bas. Toujours par Interpol, on a reçu une information de Hongrie.
Un tournevis avait été retrouvé avec une empreinte digitale. Cette empreinte correspondait à celle de Giordano Incerti. Clairement, l'enquête commençait à avancer, et même à prendre une direction bien précise. Je savais que la fille avait parlé. Ils l'avaient arrêtée à la frontière 2 jours après le vol. Ils avaient aussi arrêté les 2 Roms. J'ai pensé, on est cuit. Qui nous avait balancé? Pas Iori, ni Chianti, il était en cavale. Pas moi, pas le Mese non plus. Morini. Il n'y avait que lui. On a compris qu'on était fait, qu'ils allaient venir nous cueillir. Quand j'ai compris qu'ils allaient nous arrêter, j'ai contacté mon avocat. Puis j'ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, écoute, on est mal barré, voilà ce qui s'est passé. Elle a dit, comment on va faire avec le bébé? Il va grandir. Là, il n'a pas besoin de moi, il ne marche pas encore. Quand il marchera, je serai là, t'inquiète pas. Je lui ai donné l'argent en lui disant de ne rien garder à la maison. Garde juste 200 ou 300 € dans ton portefeuille, pas plus. Ils vont venir faire une perquisition. Giordano Incerti était un repris de justice. Il était en résidence surveillée à Monteforte Irpino. C'était donc une personne suspecte et relativement dangereuse. On avait étudié son dossier et on savait qu'il pouvait être armé. On a demandé le droit d'aller en repérage sur son lieu de travail. Il travaillait comme gérant d'un restaurant de Monteforte Irpino qui s'appelait Il Pagliarone. Et là, on a eu un vrai coup de chance. On a vu une voiture, je crois que c'était une Fiat 126, avec 3 personnes à bord, dont une qui avait exactement la même tête que le fameux Incerti sur l'une des photos qu'on avait de lui avec des moustaches. On l'a suivi un peu, puis on l'a doublé pour regarder par le rétroviseur et vérifier que le visage du type qu'on avait en photo correspondait à celui du type qui était assis à côté du conducteur.
J'ai dit à mon coéquipier, tiens-toi prêt. Dès qu'ils ralentissent, on les arrête. C'était un peu risqué. On avait un peu peur. Mais, comment dire, la peur, ça se surmonte. Donc, à l'entrée du bourg, au premier carrefour, on est descendu de voiture, pistolet au poing. On les a fait descendre de la leur et on a procédé à un contrôle d'identité, d'Incerti et des deux autres. Incerti nous a d'abord tendu un faux passeport qui ne nous a absolument pas convaincus. Il s'en est rendu compte et il a dit « Laissez les deux autres tranquilles, ils n'ont rien à voir là-dedans, c'est moi que vous recherchez. Je suis Giordano Incerti. » Un matin, le téléphone sonne, vers 8h30, 9h. Je ne suis pas encore au travail. C'est mon cousin. Il me demande « Ivan, tu es où ?»« Bah, à la maison, pourquoi ?»« Parce qu'ils ont arrêté un certain Ivan Giglioli qui a fait un cambriolage à Budapest. » Bordel de merde. J'ai immédiatement compris. Et j'avais vu juste. Incerti se baladait avec mes papiers. Enfin, il s'était fait faire des faux papiers à mon nom. Il faut dire qu'on se ressemblait beaucoup. Disons que l'enquête de Budapest a abouti d'une certaine façon grâce à un maillon faible. Et à mon avis, ce maillon faible avait pour nom Ciro. Giacomo Morini, dit Ciro. On a retrouvé les tableaux à Aiguillot, dans le monastère Panaïa Tripiti, grâce à un coup de fil anonyme. Les recherches d'Interpol ont par la suite révélé qu'un certain Morini, un mafieux italien, avait volé les tableaux. Il avait l'ordre de les remettre à Mosclaidis, à Amphissa. Mosclaidis était un éminent négociant. Il vendait des olives d'Amphissa à l'Europe tout entière et surtout aux États-Unis. Il avait une bonne situation et des contacts dans la politique. C'était pour ainsi dire un magnat de la région. Il avait même une concession automobile Dacia réputée et rentable à l'époque.
Mosclaïdis a été accusé d'être le commanditaire du vol commis par la mafia au musée de Budapest. D'abord, il y avait la déclaration de Morini à Interpol, comme quoi les tableaux lui étaient destinés. Ensuite, la déclaration du policier qui avait vu Mosclaïdis discuter avec Morini. Enfin, le monastère des Guillots est à 30 minutes du ferry d'Itea, une ville proche d'Amphissa. Donc, c'était on ne peut plus simple pour Mosclaïdis ou l'un de ses hommes d'y déposer les tableaux. Mosclaïdis a nié être l'instigateur du vol des tableaux. La déclaration des policiers n'a rien donné, car elle ne reposait que sur les dires de Morini, lequel était absent. Il ne pouvait pas se présenter au tribunal et répondre aux avocats de Mosclaïdis. Cela dit, Mosclaïdis faisait aussi des affaires en Roumanie en tant que concessionnaire automobile Dacia, et la rumeur circulait qu'il aurait voulu offrir les tableaux volés à Ceausescu. En toute logique, Mosclaïdis a pris peur et s'est débarrassé des tableaux dans le Péloponnèse, une autre région, pour éviter tout lien avec Amphissa et ne pas être inquiété dans sa propre province. En 54 ans de carrière, ça a été pour moi l'affaire la plus exceptionnelle, y compris par sa nature. Kovács Gusztáv 11 évi szabadságvesztésre ítélte, amelyet fegyházban kell végrehajtani. Raffai József másodrendű vádlottat, mint bűnsegédet, 5 évi börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A fiatalkorú Jónás Katalin harmadrendű vádlottat a bíróság bűnpártolás vétsége miatt 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte, és a végrehajtást 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Minghino, la sœur de Graziano et moi sommes allés assister au procès à Rome. Parce qu'on avait toujours été amis. Et que c'est du devoir des amis d'être présents dans ces moments-là. Le seul à faire le crétin, pardon, mais c'était Graziano. Même pas fichu d'être sérieux en salle d'audience. Il nous regardait et il faisait... Il trouvait le moyen de faire le pitre même au tribunal. Il était comme ça. C'était quelqu'un qui blaguait à longueur de temps, comme si tout n'était qu'un jeu. Giordano, lui, était plus sérieux. Il savait ce qui lui pendait au nez. Mon ami Graziano Iori, lui et moi, on a fait 2 ans et demi. Une fois sorti, il s'est accoquiné avec un type dangereux. Et il s'est lancé dans la cocaïne. Après être sorti de prison. Ça a duré jusqu'en 1992.
Là, tout s'est arrêté pour lui. Ils l'ont tué. J'aurais voulu qu'il retrouve sa vie, sa femme, ses jolies filles, son travail. Mais manifestement, lui, ce n'est pas ce qu'il voulait. Quand je pense à notre fine équipe, j'ai un peu de nostalgie pour notre jeunesse. On était tous jeunes et beaux. On avait envie de rire, de plaisanter. Mais quand il y avait des embrouilles, ils m'ont toujours dit « Ivan, va dans l'arrière-boutique ». Ils ne m'ont jamais impliqué dans leurs histoires. Ils m'ont toujours dit « Va plus loin, Ivan ». Parce que Graziano et Giordano m'aimaient bien. Comme des amis. Merveilleux. Je me souviendrai toujours d'eux. Et je pense surtout à Graziano parce qu'il est mort. Mais Giordano, s'il a besoin de moi, je suis là. Je serai toujours là. J'ai connu des hauts et des bas. Mais bon, je l'avais choisi. J'ai voulu prendre des risques, j'ai été récompensé. Voilà. La récompense, c'était la prison. En prison, on se consume comme une bougie. On brûle à petit feu. Avant d'y être, on se dit « 1 an, ça passe vite. » Tu parles. C'est 1 an de perdu. J'avais pourtant fait mes calculs avant de prendre ce risque. Je venais de purger 6 mois, j'ai rembrayé pour 3 ans. J'avais à peine vu mon fils marcher. Quand je l'ai revu, il marchait et il faisait du vélo. Tous les deux.